Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. À la barre, Cécile Duflot parle pour la première fois. La gorge serrée, l'ancienne ministre du Logement raconte cette soirée de mai 2008 à Sao Paulo, au Brésil. Cette nuit, Denis Baupin l'aurait agressée sexuellement. Je n'ai pas dit trop haut ni trop fort. Je dis Bertrand Cantat est un homme violent qui tape les femmes et qui n'hésite pas à les tuer. On ne peut pas me traiter de diffamatrice quand je dis ça, c'est quelque chose qui est reconnu. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse donc à Jean-Michel Bellet. Votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 14, les procédures bâillons qui veulent faire taire les femmes. On s'occupe là de toutes ces procédures qui sont très efficaces pour contraindre les femmes au silence. Catherine Lemaguerès, juriste et féministe, que vous avez pu entendre dans l'épisode 4. Soit qu'elles s'exercent en représailles, t'as parlé, je te poursuis, et tu vas payer pour avoir osé parler, soit, et ça c'est l'effet indirect, mais qui est quand même très direct, pour envoyer un message aux femmes qui seraient tentées de dénoncer, de dire attention, vous voulez parler ? Regardez ce qui vous attend. Des condamnations à des peines de prison, souvent avec sursis, ou à des dommages et intérêts assez élevés. Dénoncer les violences masculines, c'est attaquer le statu quo, c'est s'attaquer au patriarcat frontalement. On voit qu'en fait les femmes parlent. Et c'est précisément parce qu'elles parlent qu'elles sont sanctionnées. Et rompre le silence, c'est inacceptable en patriarcat. Pour ceux qui défendent le patriarcat, celles et ceux qui défendent le patriarcat, bien sûr. Alors de quelles armes se servent les agresseurs pour essayer de faire taire les femmes ? Les deux principales, c'est la dénonciation calomnieuse et la diffamation. Alors, la diffamation, c'est quand on tient des propos qui portent atteinte à l'honneur d'une personne. Donc, par exemple, si je dis « vous êtes un agresseur », socialement, on peut dire que ça porte atteinte à la réputation et à l'honneur d'une personne. Donc, finalement, le propos est très vite diffamatoire. Dès qu'on dit « un tel est un agresseur », c'est diffamatoire. Alors que la dénonciation calomnieuse, c'est le fait de dénoncer des faits à des personnes qui peuvent y donner suite, donc à des instances soit disciplinaires, on dénonce auprès d'un employeur ou de l'inspection du travail, ça c'est pour une instance administrative, ou évidemment une instance judiciaire quand on va porter plainte. On dénonce des faits à des personnes qui peuvent prendre des sanctions. C'est calomnieux parce que on sait que c'est faux. Et donc tout l'enjeu de cette procédure, ça va être de montrer que que c'est de bonne foi et que c'est pas faux. Avant 2011, la dénonciation calomnieuse était souvent utilisée par les hommes, par les employeurs notamment. Les hommes y avaient recours sans arrêt pour réduire au silence les femmes qui dénonçaient les violences commises sur elles. Quand elles parlaient, c'était dangereux pour l'agresseur parce qu'un employeur a le pouvoir de donner une suite disciplinaire à ces révélations. C'est très rentable pour les agresseurs. Si la justice pénale ne les avait pas condamnés pour les faits, ils étaient sûrs de gagner. C'était leurs victimes qui se retrouvaient condamnées pour dénonciation calomnieuse. C'était dévastateur pour les femmes. Le risque qu'elles prenaient en les dénonçant à leur employeur était énorme. C'était donc une stratégie efficace. Et ça a duré comme ça des années. Et c'est allé en s'accroissant jusqu'à une affaire, l'affaire de Madame K. Et Madame K était victime de viol de la part de son supérieur hiérarchique. L'a dénoncé, il y a une instruction qui a été ouverte, qui s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu
dont elle n'a pas fait appel sur les conseils de son avocat pour plusieurs raisons. Et comme elle avait assez peu de moyens, l'idée de devoir continuer à payer des procédures était impossible pour elle. Elle élevait seule ses enfants. Et donc elle a arrêté. Et monsieur a déposé plainte en dénonciation calomnieuse. Et c'est un procès qui nous a beaucoup marqués. D'abord parce que l'ordonnance de non-lieu, pour moi, elle était largement critiquable. Il y avait beaucoup d'éléments dans ce dossier qui étayaient le récit de Madame K et qui tendaient à prouver qu'il y avait bien eu agression sexuelle et viol. Et puis parce que quand on est allé au tribunal, donc en première instance, on était à la même audience avec la même présidente d'une autre affaire qui avait été jugée très peu de temps, où un agresseur avait été reconnu agresseur sexuel dans une affaire que suivait la VFT aussi. Donc on est allé assez confiante en se disant c'est bon, cette femme, cette présidente, elle sait juger les affaires, elle sait ce que c'est que des violences sexuelles, donc elle va savoir décrypter et trouver un moyen de relaxer Madame K. Et dès qu'on est rentré dans la salle d'audience, on s'est retrouvé face à une présidente fermée, un visage de marbre, qui s'est tout de suite très mal adressée à Madame K, en disant asseyez-vous près de votre avocat, en parlant sur ce ton-là. Et au cours de l'audience, quand Madame K a voulu prendre la parole, elle l'a interrompue en disant taisez-vous, votre avocat prendra la parole. Et je me suis dit que toute accusée qu'elle était, toute mise en cause qu'elle était, les droits de la défense, il me semblait être très léger. Elle a été condamnée, et elle a été condamnée lourdement, puisqu'elle a été condamnée à une peine de prison avec sursis et de mémoire, alors c'était en francs, mais je crois que c'était l'équivalent de 15 000 € aujourd'hui. Quand on veut comprendre un texte d'une façon qui permette de décrypter comment cet article spécifique est porteur des intérêts du patriarcat, c'est les Américaines qui disent « Ask the woman question », poser la question des femmes. Comment cet article-là s'applique spécifiquement aux femmes. Et donc, j'ai commencé à regarder, à chercher toutes les jurisprudences sur la dénonciation calomnieuse. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 2 contentieux principaux dans lesquels la dénonciation calomnieuse était utilisée. C'était dans le contentieux des abus de biens sociaux et le contentieux des violences sexuelles. Donc déjà, quand on pose la question des femmes, là, on voit qu'il y a une application particulière de ce texte à des femmes. Et puis ensuite, on se tourne vers le texte. Ce texte, comment est-ce qu'il est rédigé ? C'est là où je rentre dans la critique du texte. À l'époque, il était dit que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement, ça veut dire qu'il y a une forme d'automaticité de la décision de justice devenue définitive. C'est ce nécessairement qui posait problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, là je reviens au cas de Madame K, il y a une ordonnance de non-lieu, donc le fait est nécessairement faux. Et tout d'un coup, j'ai eu une fulgurance. Elle est où la présomption d'innocence de Madame K ? Madame K, elle s'est présentée au tribunal, elle a été d'emblée, l'affaire était pliée, on le savait, dans les 15 minutes qui ont suivi le début de l'audience. Comment les femmes peuvent-elles alors continuer de se battre contre le musellement qu'on tente de leur imposer, sans prendre de risques trop grands pour elles à titre individuel ? Nous avons construit un argumentaire pour l'appel, fondé sur la violation de la présomption d'innocence. Et donc, nous avons perdu à la cour d'appel, c'est allé devant la cour de cassation, nous avons perdu devant la cour de cassation. Ce qui était intéressant, c'est que la doctrine qui a commenté l'arrêt de façon assez méprisante, en gros, c'était qu'est-ce qui leur a pris de s'appuyer sur la violation de la présomption d'innocence. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque c'est précisément pour ce motif-là que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la France a été obligée de modifier son délit de dénonciation calomnieuse. Madame K a été reconnue victime. Son procès a été révisé. Elle a été dédommagée de façon très insuffisante, mais néanmoins, symboliquement, il était clair qu'elle n'avait pas menti. Malheureusement, entre-temps, l'agresseur était mort et donc n'a pas pu lui-même restituer l'argent qu'il avait indûment reçu. C'est donc grâce à une analyse féministe de cette infraction et la détermination de Madame K à faire condamner l'État français que le délit de dénonciation calomnieuse est aujourd'hui une menace beaucoup moins pesante pour les femmes qui dénoncent les violences masculines.
Mais du coup, les agresseurs se sont arrêtés là ? Eh ben non. La volonté de faire taire les femmes peut s'exprimer à travers d'autres outils, comme la condamnation en diffamation. Et là, on peut prendre une affaire qui est en train d'être jugée en ce moment, enfin qui est en cours en ce moment, et je peux en parler publiquement puisque c'est public. La condamnation d'Isabelle Perrault, qui est une vigneronne, qui a dénoncé sur son compte Insta Paye ton pinard. Donc elle, son projet politique, ça a été de dénoncer, c'est le MeToo du vin en fait, de dénoncer les violences sexuelles dans le milieu viticole. Et il se trouve que elle avait été contactée par une journaliste d'un pays du Nord qui lui a dit « Mais vous savez, moi j'ai enquêté et j'ai repéré tel vigneron dans le Sancerrois que plusieurs femmes, quand je dis plusieurs, je crois de mémoire c'est une dizaine de femmes, mettent en cause pour des violences sexuelles. » Et donc Isabelle Perrault a reçu ce témoignage-là de la journaliste et a continué à chercher et a reçu effectivement plusieurs témoignages directs ou indirects de femmes qui dénonçaient le même vigneron. Et elle avait aussi trouvé une photo prise à New York d'un magasin qui vendait du vin à New York, qui avait mis un grand panneau devant son magasin en disant « Nous avons retiré de la vente les vins de ce vigneron parce que des femmes le dénoncent pour viol et agression sexuelle. » Donc, et elle avait mis la photo sur son compte Insta. Donc, entre ça plus le texte qu'elle avait fait, où elle dénonçait notamment le soutien que cet homme avait reçu du monde viticole. Donc, chapeau pour le courage d'Isabelle Perrault, parce que très clairement, elle s'expose. Elle-même est vigneronne. Le monde du vin, c'est un tout petit monde. Par ailleurs, c'est un monde qui est extrêmement sexiste et fermé aux femmes. Donc déjà, elle s'exposait, elle, professionnellement, et lui a porté plainte en diffamation. Et elle a été condamnée en première instance, et elle a été condamnée en appel aussi. Et l'arrêt est assez intéressant parce que monsieur disait que ce qui lui était reproché était une affaire privée. Ce qui manque quand même pas de saveur, puisqu'on sait que depuis longtemps, le privé est politique et que par ailleurs, agresser des femmes, ça n'a jamais été une affaire privée. C'est évidemment du domaine public et c'est même une atteinte à l'ordre public. C'est pour ça que c'est dans le code pénal. Et puis l'autre argument, c'était que les propos étaient diffamatoires, portaient atteinte à sa réputation, ce qui était exact. Sauf que ce qui était plaidé à juste titre, et ce qui était bien plaidé par son avocate Valentine Ribério, c'était que Madame Perrault avait suffisamment d'éléments pour le dire et qu'elle était de bonne foi et qu'elle apportait la preuve de la bonne foi. Les 4 éléments sont la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la modération dans les propos et le sérieux de l'enquête. Ces éléments-là, ce sont des éléments de la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui est venue définir ce qu'était la bonne foi. Et puis maintenant, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui nous pose de nouvelles exigences, qui dit, attention, il y a la nécessité de protéger la réputation, l'honneur des personnes, mais il y a aussi la liberté d'expression. En tenant compte de 2 autres éléments, le débat d'intérêt général et la base factuelle suffisante. Et elle dit, à partir du moment où on a ces 2 éléments qui sont constitués, les 4 éléments de la bonne foi doivent être analysés avec beaucoup moins de rigueur. Et donc, sur quel motif Madame Perrault a-t-elle été condamnée ? Pas sur l'absence de base factuelle. Le but poursuivi est évidemment légitime, la dénonciation des violences. Mais que par contre, quand même, il y a un manque de proportion dans ses propos. Alors, on en est là. J'espère que Madame Perrault va saisir la Cour de cassation pour que la Cour de cassation puisse casser cet arrêt sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est nécessaire d'organiser une défense collective, même si la plainte vise une seule femme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas laisser celles qui osent parler publiquement aller seules au front. Nous avons le devoir d'être solidaires en soutenant avant, pendant et après les audiences. En dénonçant publiquement, comme elles, les représailles dont elles font l'objet. En participant financièrement à leur procédure. On peut organiser une cagnotte pour qu'elles puissent payer les honoraires d'une avocate féministe. Et tout ça, ce n'est pas une liste exhaustive des actions à mener à leur côté. Soyons créatives pour organiser la défense collective des femmes. Par ailleurs, il faut aussi que l'État
soit cohérent. Il ne peut pas, d'un côté, justement, enjoindre les femmes à rompre le silence, et puis d'un autre côté, être instrumentalisé par les agresseurs qui se servent de ces procédures pour continuer à agresser. Parce que c'est bien ce qu'ils font, en fait. Madame K, une fois, elle nous avait appelé en nous disant « Mais voilà, là, je dois payer le violeur. » Parce que comme elle n'avait pas d'argent, elle le payait tous les mois. Et elle nous demandait « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je paye la cantine des enfants ou est-ce que je paye le violeur ?» Le fait de condamner des femmes qui ont dénoncé des violences, qu'elles en aient été victimes directes ou indirectes, est d'une inhumanité profonde quand on sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc, comment on fait pour éviter de se retrouver devant un tribunal ? Avant de prendre la parole publiquement, on constitue un dossier solide. Parce que on va vous demander quelles preuves vous aviez. C'est pas légal, mais c'est ce qui va se passer. Et puis, rédiger son récit, se rapprocher d'associations, avoir des avocates féministes et montrer donc que vous aviez largement suffisamment d'éléments pour faire ce qui est un droit, dénoncer des violences. Dans le prochain épisode de Jugeons la justice, pas les femmes, nous parlerons du coût des procédures judiciaires et des différentes manières de les financer. Merci de votre écoute.